À la fin des années 50, les consommateurs commencent à se poser des questions sur l'obsolescence programmée et sur les astuces des fabricants. L'Association des consommateurs américains teste une large gamme de produits en se concentrant sur leur longévité. Les résultats de ces tests sont publiés dans leur magazine qui connaît un succès et une influence grandissante. L'association fait aussi du lobbying pour faire passer des lois qui protègent le consommateur. 20 ans plus tard, elle remporte une victoire sur l'obsolescence programmée quand les premières lois sur la garantie des produits entrent en vigueur. La frustration des citoyens à l'égard de l'obsolescence programmée fait partie de l'ère du temps. Même Arthur Miller y fait référence dans sa célèbre pièce Mort d'un commis voyageur. Once in my life, I'd like to own something outright before it's broken. I'm always in a race with the junkyard. Just finished paying for the car and it's on its last legs. The refrigerator consumes belts like a crazy maniac. They time those things. They time them, so when you finally paid for them, they're used up. The Waste Makers, publié en 1960, est le premier ouvrage qui analyse l'obsolescence programmée. Son auteur, Vance Packard, a déjà connu la gloire grâce à un livre sur le pouvoir de la publicité. Son nouvel ouvrage devient un best-seller. Good evening, Mrs. Packard. Good evening, Charles. Lors d'une rare apparition télévisée, il évoque le futur d'une société vouée au consumérisme et au gaspillage. I have a feeling that we're in for some grim days ahead. I think the over-commercialization of American life is starting to change our American character in some ways that disturb me. I think we're becoming more self-indulgent as a people. And I think to some extent we're being encouraged to be more self-indulgent. Well, that's kind of a grim prophecy. Well, I wish I could be more cheerful. Les détracteurs de la société de consommation ont souligné ses failles, mais n'ont pas proposé d'alternative, car à l'époque, elle existait déjà, de l'autre côté du rideau de fer. À la fin des années 50, en pleine guerre froide, il semblait encore possible que le communisme s'impose au capitalisme comme système économique et politique. L'économie communiste ne se fondait pas sur le libre marché, mais sur la planification centralisée par l'État. Dans ce système, inefficace et souffrant d'une insuffisance chronique de ressources, l'obsolescence programmée n'avait aucun sens. En Allemagne de l'Est, l'économie communiste la plus performante, les normes officielles stipulaient que réfrigérateurs et machines à laver devaient durer 25 ans. J'ai acheté ce réfrigérateur est-allemand en 1985, donc il a au moins 24 ans. L'ampoule date de la même époque. Je n'ai jamais eu à la remplacer. Elle a aussi presque 25 ans. En 1981, une usine de Berlin-Est lance une ampoule longue durée. Là en haut, il y avait le centre d'essai pour tester la durée des ampoules. Le fabricant est-allemand présente sa nouvelle ampoule à une foire internationale à la recherche de clients en Occident. Quand les fabricants est-allemands ont présenté cette ampoule à la foire de Hanovre de 1981, leurs collègues de l'Ouest, de l'Osram, ont dit « Vous allez détruire vos propres emplois ». Les ingénieurs de l'Est ont répondu « Non, au contraire, en économisant les ressources et sans gaspiller de tungstène, nous sauverons nos emplois ». Les acheteurs occidentaux ont refusé l'ampoule. En 1989, après la chute du mur de Berlin, l'usine a été fermée et la production s'est arrêtée. Aujourd'hui,
on ne la trouve que dans des musées et des expositions. Après la chute du mur, le consumérisme effréné est aussi bien présent à l'Est qu'à l'Ouest. À une différence près, à l'heure d'Internet, les consommateurs sont décidés à lutter contre l'obsolescence programmée. Nous tournons tous nos films ici. Nous prenons des polaroïdes de toutes les personnes qui entrent ici. Ce support est comme un dinosaure, il n'existe plus. Nous sommes très fans de la VHS. Nous copions tous les films de DVD sur VHS, puis nous les archivons. Pour les frères Neistat, artistes et réalisateurs new-yorkais, aucun objet devient obsolète, quitte à finir en décoration murale ou comme accessoire dans leur prochain film. Notre premier film à succès était un film sur l'iPod. J'étais complètement fauché. Et quand j'ai acheté cet iPod, il coûtait dans les 400-500 $. Environ 8 ou 12 mois plus tard, la batterie est tombée en panne. J'ai appelé Apple pour qu'ils la remplacent, et leur politique à l'époque était de dire à leurs clients d'acheter un nouvel iPod. Apple doesn't offer a new battery for the iPod? No. It wasn't that the battery died that was annoying. Que la batterie soit morte ne m'embêtait pas, car quand la batterie de mon portable Nokia ou de mon ordinateur portable Apple ne marche plus, je peux les remplacer. Mais avec l'iPod, qui n'était pas donné, si la batterie lâchait, c'était l'appareil tout entier que l'on devait remplacer. Mon frère a eu l'idée d'en faire un film. Munis d'un pochoir, nous avons bombé toutes les affiches d'iPod que nous avons rencontrées en ville avec ce slogan. La batterie non remplaçable de l'iPod dure seulement 18 mois. On a posté la vidéo sur notre petit site iPodsDirtySecret.com. Et en un mois ou 6 semaines, il y a eu 5 ou 6 millions de visites. Le site a explosé. À San Francisco, l'avocate Elizabeth Pritzker entend parler de la vidéo et avec ses associés décide de porter plainte contre Apple. 50 ans après l'affaire de l'ampoule, l'obsolescence programmée se trouve à nouveau devant le tribunal. Quand nous avons entamé le procès, l'iPod était sur le marché depuis 2 ans. Et Apple avait vendu environ 3 millions d'exemplaires aux États-Unis. Beaucoup de propriétaires d'iPod ont eu des problèmes de batterie et sont déterminés à poursuivre Apple. En décembre 2003, Elizabeth Pritzker dépose une plainte au tribunal d'instance de San Mateo, tout près du siège social d'Apple. Nous avons demandé à Apple de fournir de nombreux documents techniques sur la durée de la batterie de l'iPod. Et on a reçu beaucoup de données techniques sur son design et sur les essais pratiqués sur les batteries. Nous avons découvert que le type de batterie au lithium contenu dans l'iPod était conçu pour avoir une durée de vie limitée. Il est clair que l'iPod d'Apple a été développé dans la perspective de l'obsolescence programmée. Le procès n'est jamais arrivé à terme. Après quelques mois de tension, les deux parties sont parvenues à un accord. Apple a mis en place un service de remplacement des batteries et a prolongé la garantie à 2 ans. L'obsolescence programmée produit un flot ininterrompu de déchets qui sont expédiés dans les pays du tiers-monde, comme le Ghana en Afrique. Les conteneurs sont déchargés dans la zone portuaire où des hommes d'affaires locaux achètent les appareils électroniques qui fonctionnent encore ou qui peuvent être réparés. De là, le matériel part à Accra.
Au Ghana, ce qui peut être réparé n'est pas jeté aussi facilement. L'obsolescence programmée s'est propagée pour des raisons économiques. Il est plus intéressant pour une compagnie de concevoir un produit qui ne dure pas plus de 3 ans ou 1000 heures parce qu'elle peut alors vendre davantage de produits. Dans les pays pauvres, les choses sont systématiquement réparées. Pour les gens du Sud, jeter un produit à la moindre panne est totalement choquant et inconcevable. D'ailleurs, en Inde, il y a un mot, jugad, pour décrire cette tradition de réparer les choses, quelle que soit la difficulté. Presque 100 ans après la création du cartel des ampoules, Warner Phillips poursuit la tradition familiale, mais avec une autre approche. Il produit une ampoule à LED qui dure 25 ans. Cela signifie que l'on utilise les matériaux une fois tous les 25 ans au lieu d'une fois par an. Et aussi que l'on transporte le produit une fois tous les 25 ans au lieu d'une fois par an. Il pense que la production de produits pérennes n'est pas incompatible avec le monde des affaires. Ce n'est pas comme s'il y avait un monde écolo et un monde des affaires. Les deux vont de pair. C'est la meilleure base pour monter une entreprise. Et je crois que la seule façon d'y parvenir, c'est de prendre en compte le coût réel des ressources qui ont été utilisées. Il faut aussi regarder l'énergie consommée et la consommation indirecte d'énergie générée par le transport. Même l'ampoule la plus simple serait beaucoup plus chère si on incluait tous les coûts annexes, les émissions de carbone, les matières premières, l'impact environnemental et enfin le traitement et le recyclage. Et si nous répercutions tout cela sur chaque produit manufacturé, les fabricants et les entreprises auraient tout intérêt à concevoir des produits qui durent toute une vie. Selon une nouvelle approche, si les usines reproduisaient les lois de la nature, l'obsolescence programmée deviendrait elle-même obsolète. Quand on parle de protection de l'environnement, on pense à réduire, renoncer, éviter, zéro déchet, moins d'impact. Mais au printemps, un cerisier ne réduit pas, n'évite pas et ne renonce pas. En fait, la nature surproduit. Les fleurs flétries, les feuilles mortes et les autres restes organiques ne sont pas des déchets. Ils nourrissent d'autres organismes. C'est un cycle permanent. On peut réinventer chaque chose pour la rendre utile d'un point de vue biologique ou technique. Dans une société basée sur le gaspillage, tout produit périssable crée un problème de déchets. Mais si une société crée des nutriments, les produits de courte durée offrent une chance de produire quelque chose de nouveau. La décroissance, c'est un slogan provocateur qui a pour fonction de rompre avec le discours un peu euphorisant de la croissance possible, infinie, soutenable, et donc pour marquer la nécessité de changer de logique, de sortir de cette logique de la démesure. Si le bonheur dépendait du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue, parce que nous consommons 26 fois plus que du temps de Marx, mais toutes les enquêtes montrent que les gens ne sont pas 20 fois plus heureux, peut-être même qu'il y a une relation inverse au-delà d'un certain seuil, entre la croissance de la consommation et la croissance du sentiment de bonheur, parce que le bonheur est toujours quelque chose de subjectif, évidemment. Revenir à une société soutenable, c'est-à-dire une société dont l'empreinte écologique ne dépasse pas une planète, eh bien, ça n'est pas revenir à l'âge de pierre, c'est revenir, toutes choses égales d'ailleurs, pour un pays comme la France, aux années 60. Ça n'est pas vraiment l'âge de pierre. Le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns.